Comment rendre mon enfant plus féministe? Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part. Et oui, ça faisait presque 2 semaines que je n'en avais pas faite parce que je vous publiais des petites vidéos d'images par rapport à la nouvelle collection Femme à part qui vient de sortir, qui est sortie il y a 1 semaine au moment où je publierai cette chronique d'actualité. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique shop.femmeapart.com pour aller voir toutes les nouveautés. Donc des jupes et des robes, donc des nouveaux modèles qui viennent d'arriver, et également je voulais vous signaler l'arrivée d'un nouveau coloris de mantilles. Donc il y a désormais des mantilles en coloris vieux rose qui sont sur la boutique, donc n'hésitez pas à aller regarder cela. Alors pour commencer cette chronique d'actualité, ça fait déjà 2-3 fois que je le fais, je crois. Alors c'était un petit peu un hasard, mais je me demande si je vais pas garder cette habitude en début de chronique, c'est de vous partager des textes selon mes lectures du moment. Alors ça fait longtemps aussi que je ne vous ai pas fait de chronique de livres, mais dès que j'aurai des livres, des ouvrages intéressants à partager avec vous, je referai ces chroniques de livres. Mais en attendant, je vous partage un petit peu ce que je lis dans certaines revues, notamment la revue L'Étincelle. Il y a également la revue Brin de Peps, la revue Foyers Ardents. Je vous avais déjà mis à plusieurs reprises les liens en description, mais n'hésitez pas à les chercher. J'essaierai de penser à vous les remettre pour cette fois-ci. Ça fait pas mal de belles citations sur plein de différentes thématiques, donc j'aime bien les partager avec vous. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un extrait envoyé par l'une d'entre vous, donc que je remercie, et qui est un extrait des ouvrages de François Garagnon, que je ne connais pas du tout par ailleurs, mais c'est un extrait sur la bonne humeur, la vie, etc., donner, recevoir, et j'ai trouvé que c'était intéressant pour se mettre dans un bon état d'esprit. Donc je commence avec vous cette chronique d'actualité par cette citation. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. C'est une citation de Spinoza. Et donc je continue avec la citation de François Garagnon. La vie est à l'image de ce proverbe sur les auberges espagnoles. On y trouve ce qu'on y apporte. Trop souvent, nous vivons dans l'attente ou dans l'exigence, au point que nous sommes plus volontiers enclins à demander ce que le monde peut nous apporter, plutôt que ce que nous pouvons nous-mêmes apporter au monde. Il s'agit là d'un défaut de raisonnement qui affecte nos relations humaines jusque dans la sphère la plus privée. Nous sommes plus soucieux de ce que l'autre peut nous apporter que ce que nous pouvons apporter à l'autre. La loi du donner et du prendre hante nos relations quotidiennes. Notre vie est faite de l'un et de l'autre. Mais dans quelle proportion? Sommes-nous plus promptes à prendre ou à donner? La singulière morale de l'histoire, c'est que celui qui reçoit le plus est paradoxalement celui qui donne le plus. La prodigalité du cœur déclenche un cumul de bienfaits de la providence. En d'autres termes, plus l'on est aimable, plus l'on est aimé. N'est-ce pas d'une redoutable logique? Donnez, mais surtout sans vous soucier de recevoir, et vous recevrez. Voilà l'extrait que je voulais partager avec vous. Merci encore à celle qui me l'a envoyé et qui se reconnaîtra. Je trouvais que c'était un bon petit texte pour nous remettre certaines choses en tête et ne pas oublier qu'il faut savoir aussi donner aux autres. Alors toute proportion gardée, il faut aussi savoir penser à soi, charité bien ordonnée commence par soi-même, etc. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être une bonne piste de réflexion, réfléchir un petit peu à ce que nous sommes prêts, nous, à apporter au monde, ce que nous avons à apporter, et ne pas toujours attendre quelque chose en retour de la part des autres. J'ai trouvé que c'était 2 pistes de réflexion assez intéressantes, c'est pour ça que je voulais les partager avec vous. Alors j'ai pas mal de vidéos que je voudrais partager avec vous aujourd'hui également, je vous mettrai les liens en barre d'infos, des vidéos que j'ai trouvées intéressantes. Alors il y a d'abord celle de Thaïs Descuffon qui s'intitule « Je débunk le mensonge du patriarcat ». Elle dure 15 minutes, vous pouvez l'écouter en accéléré parce que Thaïs parle de façon assez posée. Très intéressante, ça récapitule. Alors j'ai rien appris de spécial parce que ce sont des choses que je connais, mais plutôt que de vous les réciter, reformuler, etc. Moi j'ai trouvé qu'elle s'exprimait très bien, que tout était bien expliqué. Donc si vous voulez réécouter certaines choses par rapport à
la prétendue inégalité salariale entre les hommes et les femmes, les différences entre hommes et femmes, les différences biologiques, les différences de personnalité, etc. Comment répondre à certaines choses que les féministes vont vous dire ou comment intervenir dans certains débats. J'ai trouvé que tout était bien... très bien formulé, très bien structuré, etc. Donc je vous conseille cette vidéo. Peut-être qu'elle vous donnera des arguments justement pour intervenir dans certains débats. C'est vraiment bien expliqué et dans dans la description de la vidéo, il y a toutes les sources citées par Thaïs. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour intervenir dans certains débats, donc n'hésitez pas à les regarder. Deuxième vidéo qui vous donnera également quelques arguments, c'est la dernière vidéo de Virginie Vota qui s'intitule Tradwife, un retour en arrière, et donc il s'agit d'une vidéo de réponse à Louise du compte et de la chaîne YouTube My Better Self, je crois que c'est Louise Aubry, son nom de famille, qui est assez connue, qui est très féministe. Je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Elle a sorti une vidéo par rapport au Tradwife. Je n'osais même pas la regarder parce que je me suis dit que ça allait très certainement m'énerver et tomber bien bas. Et en fait, Virginie en a fait une vidéo où elle répond en fait à certains points de la vidéo de Louise, et voilà, plutôt que d'écouter Louise, j'ai préféré écouter, enfin on entend quand même Louise dans la vidéo de Virginie, mais voilà, ça permet d'avoir déjà des contre-arguments, d'avoir un peu que Virginie rétablisse la vérité sur certaines choses. Elle est d'accord aussi avec My Better Self, donc voilà, il y a un peu de tout, mais ça permet de prendre les choses avec du recul. Et encore une fois, si vous ne savez pas toujours comment répondre à certains arguments féministes, eh bien ça vous donnera des éléments. Donc je vous mets également le lien de cette vidéo en barre d'infos, et il y a également une autre vidéo dont je ne vous donnerai pas le lien, mais c'est la vidéo de l'Observateur aux origines de la théorie du genre, histoire, chiffres et économie de la dégénérescence. Alors pourquoi je donne pas le lien? Parce qu'il est très souvent vulgaire, cru, etc. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Ceci dit, il n'empêche que dans cette vidéo, il revient sur certains points très intéressants que je vais vous résumer vraiment en quelques points assez rapides. Il reparle notamment, je vais pas tout vous faire, mais un peu les principales idées. Pareil, j'ai rien appris dans cette vidéo, c'était des choses que je connaissais, mais en fait, le fait de les avoir redites comme ça, d'avoir posé les choses de nouveau et de remettre les choses dans leur contexte, je trouve que ça aide toujours. Et moi qui vous ai souvent parlé de la théorie du genre, là vraiment, enfin il y a certaines choses, c'est clair, ça fait peur quoi. Et donc une des choses que je trouve intéressante, c'est l'aspect économique, tout ce qui tourne autour des personnes transgenres, du changement de sexe, de tout ce qui est théorie du genre, etc. C'est évidemment l'aspect économique qui est super important. Une fois qu'on comprend ça, on comprend pourquoi il n'y a plus beaucoup de limites, pourquoi il y a tous ces lobbies, pourquoi l'industrie pharmaceutique pousse vers ce genre de choses et qu'il est très difficile d'aller contre la machine qui est en train de s'emballer, puisqu'il faut savoir que toutes ces opérations, tout déjà ça coûte évidemment, enfin ça rapporte aussi de l'argent bien sûr. Ce sont des personnes celles qui décident donc de changer de sexe vont donc être sous hormones et dépendantes de pilules, de comprimés, etc. et d'hormones jusqu'à la fin de leur vie. Donc finalement ce sont des très bons clients, hein, pour ne pas dire patients évidemment, mais ce sont de très bons clients et ça fait tourner l'industrie pharmaceutique. Donc évidemment il y a tout ce côté économique qui est à prendre en compte et qui n'est pas à négliger lorsqu'on essaie de comprendre mais pourquoi il y a tout ça qui se passe, quel est l'intérêt, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des jeunes ou pas. Alors je ne dis pas que tout est fait uniquement pour cet aspect économique et pour rien d'autre, mais en tout cas c'est à prendre en compte, ça pèse évidemment dans la balance quand on sait pourquoi c'est mis en avant et pourquoi toutes ces choses-là sont mises en œuvre. Autre chose, c'est évidemment la pensée profonde et certaines orientations des personnes qui sont à l'origine de cette théorie du genre. Alors je me souviens même plus d'ailleurs de son nom à ce brave homme. Ah voilà, Alfred Kinsey, et il y a aussi John Money, qui ont fait des études affreuses, qui ont, enfin vraiment c'est ce qu'il dit dans son titre, l'Observateur, c'est vraiment la dégénérescence, qui ont poussé au suicide certaines personnes, etc., en voulant forcer des changements de sexe. Et voilà, il rappelle toutes ces histoires, l'histoire des jumeaux, il a voulu absolument qu'il y en ait un d'entre eux qui soit élevé comme une fille alors que c'était un garçon. Bref, quand on voit tous les problèmes que ça a causé, le mal-être, et ça se termine en suicide, on voit que c'est quand même assez troublant
tous ces sujets et on voit que ça n'est pas du tout anodin de vouloir faire ces changements. Il rappelle également que c'était une personne qui était en faveur de certaines choses complètement immorales par rapport aux enfants. Je vous laisse lire entre les lignes. Mais voilà, donc c'est tout à fait intéressant de savoir que ce sont des personnes qui ont certaines orientations, qui ont certaines mœurs complètement dégénérées en fait, et qui essayent de nous faire passer cette théorie. Encore une fois, ça n'est pas la seule chose à prendre en compte, hein, de même que pour l'aspect économique, ça n'était pas la seule chose, mais je pense que quand on regroupe tous ces facteurs-là, on peut quand même se poser la question sur l'innocence et même quand on n'est pas croyant, catholique ou je sais pas quoi, mais voilà, d'un point de vue éthique, il y a quand même beaucoup de questions à se poser, ne serait-ce que sur ces deux points-là. Il rappelle également, ça au tout début j'ai bien aimé, il dit que le problème du genre, c'est vraiment un problème de riches et un problème de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire c'est vraiment les gens qui s'ennuient qui font ça. Il dit, si vous étiez en train de vous poser la question, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir manger demain, où est-ce que vous allez dormir, etc., que vous n'aviez pas de sécurité, pas de d'affection, pas de... Enfin voilà, il reprend la pyramide de Maslow avec les principaux besoins de l'être humain, et il dit voilà, c'est vraiment un problème de riches parce que c'est que vous vous ennuyez. Enfin, je veux dire, si vous allez c'est un problème occidental d'ailleurs, vous allez dans les pays pauvres ou autres, en fait, les gens ils sont pas en train de se dire tiens, est-ce que je me sens un peu plus garçon, un peu plus fille, est-ce que je ferais pas une opération pour me sentir mieux dans mon corps, etc. Il rappelle évidemment certaines choses logique et basique, mais par rapport au fait qu'on fait ça à des enfants qui sont mineurs, qui peuvent encore changer d'avis, enfin qui auraient beaucoup de choses sur lesquelles on devrait légiférer. Donc voilà, beaucoup de choses assez intéressantes rappelées dans cette vidéo, donc je voulais quand même la mentionner. Après ça reste l'Observateur et c'est toujours aussi cru et vulgaire, mais je ne pouvais pas ne pas la mentionner parce que voilà. Et puis si vous êtes un public averti, j'allais dire, et que ces propos ne vous font pas peur entre guillemets, eh bien n'hésitez pas à aller l'écouter, ou tout simplement vous allez regarder sous sa vidéo un peu les noms des personnes citées, vous allez chercher sur internet l'histoire notamment des deux hommes que j'ai cités, et vous comprendrez les expériences qu'ils ont menées, comment ça s'est passé, pourquoi ils l'ont fait, etc. et le déni dans lequel ils sont et ce qu'ils essayent de nous faire passer comme quelque chose de totalement innocent, d'où mon combat pour la vraie féminité, la vraie masculinité, sans s'enfermer pour autant dans des clichés ou des caricatures, mais en tout cas essayons de préserver notre complémentarité, nos différences, en même temps ce qui nous rapproche aussi bien sûr, mais essayons de nous préserver, y compris par rapport à notre façon de nous habiller, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Autre actualité positive, c'est un mouvement que l'on voit de plus en plus, mais là que j'ai trouvé, en tout cas dans le discours de cette actrice, je l'ai trouvé assez mesuré et tout à fait logique, c'est-à-dire que je vous en avais un petit peu déjà parlé par rapport à Madonna qui accusait tout le monde de sexisme et d'agisme envers elle. Elle trouvait qu'elle était victime de discrimination parce qu'elle était vieille. Non, en fait, c'est juste parce qu'elle était complètement déformée par la chirurgie esthétique et qu'elle ressemblait plus ou moins à un alien. Je vous avais montré la photo et donc le plus facile c'est d'accuser les autres plutôt que de se remettre en question soi-même. Donc j'ai trouvé que oui, il y avait peut-être évidemment un culte de la jeunesse qui était poussé complètement à l'extrême dans notre société, mais en particulier dans certains métiers, notamment à Hollywood, tout ce qui est les films, les acteurs, les mannequins, etc. C'est sûr que c'est encore plus présent chez eux que dans la société, j'allais dire, un peu plus standard, de laquelle on fait peut-être plus partie, nous. Simples citoyens, n'est-ce pas, et qui ne sommes pas des célébrités, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce culte de la jeunesse, de prendre déjà des crèmes anti-rides à outrance, de n'accepter aucun signe, aucun cheveu blanc ou je ne sais quoi, et toujours vouloir paraître plus jeune, et d'ailleurs en reparlant de vêtements, ça peut même être tout à fait ridicule par rapport à cela, puisqu'on voit des mamies qui essayent de s'habiller comme si elles avaient 15 ans, et justement c'est ridicule parce que c'est pas adapté à leur âge. On voit des personnes qui font beaucoup trop de chirurgie et qui se déforment complètement le visage sous prétexte de ne pas vouloir vieillir, donc effectivement c'est un vrai sujet. Et là c'est une interview dans laquelle Andie MacDowell, donc qui est une actrice qui a
dans les 65 ans, si j'ai bien compris d'après son interview, et qui dit que donc évidemment dans l'industrie dans laquelle elle est, donc d'Hollywood, ça c'est de plus en plus difficile quand on vieillit, hein, on a moins de rôles, moins de casting, c'est un peu plus compliqué, etc. Et elle dit qu'un jour une jeune femme l'a interviewée en lui demandant mais qu'est-ce que ça fait de vieillir et de perdre sa beauté. Alors au-delà du fait que ce soit complètement impoli, c'est surtout l'actrice dit mais en fait j'ai trouvé ça super triste parce qu'en fait c'est pour elle que j'ai été triste parce que je me dis un jour elle aura mon âge et en fait si elle trouve que vieillir c'est devenir moche alors que pas du tout. Et vous voyez une photo, je vous mettrai une photo d'Andie MacDowell justement, mais elle est rayonnante. Alors oui elle a des rides, oui elle a les cheveux poivre et sel, mais vraiment elle rayonne quoi, elle est belle et elle fait son âge. Et pourquoi? Parce qu'elle est au naturel. Alors elle est peut-être pas complètement au naturel, d'ailleurs elle le dit, elle dit voilà je fais quand même beaucoup d'efforts pour garder la ligne, pour avoir une peau saine, etc. Donc je dis pas que voilà, elle a certainement fait attention à son exposition au soleil, peut-être qu'elle ne fume pas ou je ne sais pas quoi, voilà, qu'elle fait beaucoup de choses pour garder une peau la plus belle possible. Voilà, je ne dis pas qu'elle se néglige ou qu'elle ne fait rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, elle assume son âge, elle reste en cohérence avec ce qu'elle est, et moi qui prône le naturel, c'est exactement ça. Alors ça ne veut pas dire que je suis contre le fait de se teindre les cheveux, prendre des crèmes anti-rides ou je ne sais quoi, c'est pas ça le problème. Et quand vous le faites à outrance et que vous refusez d'accepter votre âge, en fait, c'est là qu'on va avoir une espèce de décalage, quelque chose d'assez superficiel, qui n'est pas du tout naturel et qui va vous desservir, en fait, plus qu'autre chose. Donc moi, quand je vois une personne comme Andie MacDowell ou d'autres personnes, ça peut être dans mon entourage, je suis sûre que vous en voyez aussi, ou que dans votre famille, ou que des personnes que vous rencontrez dans la rue, mais des personnes qui sont d'un certain âge, qui sont vraiment, ok, elles ont des cheveux blancs, des rides, etc., mais qui sont vraiment en fait au naturel et rayonnantes. Mais oui, elles ont 63 ans, et d'ailleurs c'est ce qu'elle dit dans l'interview. Elle dit, où est-ce qu'elle le dit? Il faudrait que je vous retrouve ce passage. Ça me fait rire quand quelqu'un me dit que le fait de garder ses cheveux poivre et sel, ça va me faire paraître plus âgée. De quoi pensez-vous que j'ai l'air? Quel âge pensez-vous que j'ai? Vous savez, je vais avoir 65 ans, voilà. Je vais avoir 65 ans. Pensez-vous que j'ai l'air d'avoir 75 ans juste parce que j'ai laissé mes cheveux devenir gris? Et c'est vrai ce qu'elle dit, c'est pas parce qu'elle a les cheveux gris que d'un coup ça va lui faire prendre 20 ans dans la figure, et au bout d'un moment, de toute façon, elle a des rides, elle a une maturité de la peau, etc. Enfin, on voit qu'elle a un certain âge et autant l'assumer. Donc en tout cas, moi je trouve ça très très beau. Les célébrités, j'allais dire, parce que c'est un peu, elles sont plus sur le devant de la scène, donc elles peuvent davantage être des exemples, mais même toutes les personnes qu'on voit au quotidien, qui assument leur âge, qui sont en cohérence avec cela, et qui essaye, voilà, là je tombe par exemple sur une vidéo d'Hélène Mirren aussi, une actrice, Judi Dench, etc., qui sont toutes, voilà, avec leurs cheveux blancs ou leurs cheveux gris, leurs rides, et qu'est-ce que ça peut faire? Et elles sont vraiment belles, elles sont vraiment pour moi des exemples de féminité, de ce que c'est que de vieillir avec grâce aussi. Alors oui, c'est pas la même chose que d'avoir 20 ans, d'avoir une police, etc., mais d'un autre côté, voilà, c'est la vie, et on voit aussi la maturité, la sagesse de la personne sur son visage, sur son physique. Et quand on a eu une vie saine, je trouve que ça se voit aussi. Et comme je le disais, elle, en tout cas, après je connais pas sa vie, mais en tout cas, elle a l'air rayonnante, elle a l'air épanouie, elle est au naturel, et je trouve ça beaucoup plus beau, beaucoup plus admirable et beaucoup plus engageant qu'une fille type Madonna, qui doit avoir 10 ans de moins que Andie MacDowell, et qui est complètement déformée par la chirurgie esthétique et par son refus en fait de vieillir. Donc je trouvais ça assez intéressant à souligner. Je pense qu'il faudrait qu'on ait de plus en plus, beaucoup plus d'exemples dans les médias de personnes qui restent au naturel, qui s'assument. Ça ne veut pas dire qu'on prend pas soin de soi, ça ne veut pas dire qu'on peut pas se teindre les cheveux ou je ne sais quoi. Enfin voilà, je n'ai pas du tout un discours extrême là-dessus, mais tout ça pour dire qu'on devrait assumer pleinement le fait de vieillir. On devrait en avoir des exemples pour être encouragé, pour ne pas c'est pas culpabiliser le mot, pour ne pas être complexé, voilà, par un peu nos rides ou notre avancement dans l'âge. Enfin, même moi je le vois, je suis pas encore vieille, mais bon, à 35 ans forcément j'ai pas tout à fait ni la même peau ni quoi que ce soit qu'avant, mais bon voilà, c'est comme ça, et c'est pas grave, et c'est normal, j'ai plus 15 ans, enfin bon, voilà, c'est la vie, et je pense que c'est assez intéressant. Je vous remettrai l'article en lien si vous voulez le lire, mais j'ai trouvé ça assez intéressant à lire. Alors, autre actrice aux cheveux gris, mais là je vais vous la citer pour complètement autre chose, c'est Jamie Lee Curtis,
qui rend un hommage à sa fille transgenre, n'est-ce pas, et qui dit, alors moi c'est plus ce qui m'a choqué, c'est donc elle dit l'amour d'une mère ne connaît pas de jugement, et elle dit en tant que mère je serai toujours solidaire de mes enfants alors qu'ils évoluent dans l'univers en étant eux-mêmes, avec leur propre esprit, leur propre corps, leurs propres idées, etc. Donc pour elle, l'amour d'une mère ne connaît pas de jugement. Alors d'ailleurs, c'est marrant, dans le sermon qu'on a eu dans ma paroisse, c'était pas ce dimanche, mais c'était dimanche d'avant, le prêtre parlait de jugement, mais je pense qu'on l'emploie d'une très mauvaise façon, et d'un point de vue purement philosophique, il disait qu'en fait, le fait de dire, par exemple, ça c'est une table où... je sais pas, saint Thomas d'Aquin est un homme, ou saint Thomas d'Aquin est un docteur de l'église, enfin, je sais plus ce qu'il donnait comme exemple, rapprocher quelque chose de quelqu'un, en l'occurrence la fonction de docteur théologique à saint Thomas d'Aquin par exemple, et bien c'était un jugement, ou le fait de dire le mur est blanc, c'est un jugement. Et donc une mère ne connaît, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on dit toujours faut pas juger, faut pas juger, faut pas juger. Même dans le monde catholique, on n'a plus le droit de rien dire parce que en fait rappeler la vérité, rappeler ce qu'est un péché, rappeler que quelqu'un n'est pas dans le droit chemin, etc. Ah mais c'est un jugement, il faut pas. En fait, si, il faut savoir juger, il faut savoir dire les choses, alors pas dans le sens juger les âmes et dire ah bah toi tu vas aller pourrir en enfer, ah bah toi t'es une mauvaise personne ou je sais pas quoi, mais être capable de dire mais ça c'est un péché, ça c'est quelque chose de mal, ça n'est pas éthique, ça pose problème de tel et tel point de vue. Vous voyez, c'est un jugement, mais il faut être capable de le poser. Alors, tous les jugements ne sont pas bons comment dire, il faut savoir le faire de la bonne manière, tout n'est pas bon à dire à tout le monde tout le temps, c'est-à-dire qu'on va pas se promener dans la rue en étant toujours en train de pointer du doigt tous les mauvais actes des autres. Faut aussi savoir se regarder déjà soi-même, regarder la poutre qui est dans son œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, n'est-ce pas, c'est dans la Bible. Il faut savoir le faire de la bonne manière, on ne juge pas donc les âmes parce qu'on n'est pas le bon Dieu, par contre on peut juger les actes et dire ce qu'il en est. Si personne ne dit jamais rien, et ben personne ne va jamais progresser. Moi j'aurais voulu qu'on me dise des choses sur mes vêtements ou sur d'autres sujets et voilà, et ça veut pas forcément dire qu'on aurait été méchant avec moi ou hautain ou méprisant, mais qu'on me dise en fait ça va pas ensemble, ça te va pas à toi, ça c'est indécent, ça ceci, ça cela, et puis c'est tout quoi. Et oui, alors ça peut paraître un jugement, mais il faut arrêter avec ce mot de jugement, c'est pas un gros mot non plus. Et c'est très grave de dire l'amour d'une mère ne connaît pas de jugement, ou l'amour d'un père ne connaît pas de jugement, peu importe. Un parent, c'est quelqu'un qui a la charge d'âme de son enfant, en fait. Enfin, c'est pas rien, c'est pas un amusement. C'est pas quelqu'un, c'est pas comme si on avait un petit animal de compagnie. Ça n'est pas comme si on avait quelqu'un pour son propre plaisir égoïste, comme un jouet ou je ne sais quoi. On a charge de son âme, on a charge de l'éduquer. Puis si vous n'êtes pas croyant et que vous ne croyez pas qu'on a une âme ou je ne sais quoi, et bien juste c'est de la logique de se dire qu'en fait c'est une personne qu'on doit éduquer et on doit en faire une bonne personne qui va apporter de bonnes choses aux autres sur cette terre. Et si vous partez du principe qu'en fait l'amour d'un parent ne connaît pas le jugement, en fait bon courage quoi, parce que ça veut dire que votre enfant vous n'allez jamais pouvoir l'éduquer, mais même pas sur le sujet, parce que bon là c'était pour les transgenres, mais sur n'importe quel sujet, mais vous n'allez jamais rien pouvoir dire. Parce que le fait de, je sais pas, les règles de politesse, par exemple, vouloir lui imposer des règles de politesse, c'est un jugement. Enfin, c'est quelque chose, on juge qu'il n'est pas assez bien éduqué ou qu'il doit faire des progrès là-dessus. Et voilà, non, c'est un jugement. L'amour d'une mère ne connaît pas de jugement, n'est-ce pas? Donc non, nos enfants sont enclins à faire plein de bêtises et c'est normal et ils apprennent et voilà. Mais justement, on est là pour les éduquer, quoi. Ou même si vous êtes dans d'autres domaines, pas forcément en tant que parent uniquement, mais si on est tous en train de se dire faut pas juger, quand on aime on juge pas, c'est sûr qu'on ne va pas aller loin. Donc non, tout ça pour rebondir là-dessus, mais oui, l'amour d'un parent connaît des jugements et c'est bien normal. Petite citation de Simone Média avant de terminer par cet article de Madame Le Figaro qui s'intitule Comment rendre mon enfant plus féministe. Simone Média qui nous dit nos habits ne devraient pas déterminer qui nous sommes. Et en fait, donc la petite publication que je vous mets à l'écran dit donc à travers mes vêtements, je véhicule mon identité. À travers tes commentaires, tu me réduis à une infime partie d'elle. Donc c'est trop court, c'est pas assez féminin, c'est hyper vulgaire, t'es coquine, etc. Alors, ce qui est positif dans cette publication, c'est à travers mes vêtements, je véhicule mon identité.
Ça, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Un vêtement véhicule un message, entre autres ce que nous sommes, ce que nous voulons montrer au monde, etc. Ce que nous voulons être aussi. Donc identité, bon, c'est un mot peut-être un peu général, générique, mais on peut mettre ça sous ce mot-là, admettons. Et à travers tes commentaires, tu me réduis à une infime partie d'elle. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une fausse partie ou non? Alors, je suis d'accord avec le fait qu'on peut pas réduire une personne à ses vêtements ou se dire ah bah tant pis, les vêtements c'est un message, donc t'as choisi de t'habiller comme ça, moi je te juge comme ça, je te réduis à ça et tu n'es rien d'autre que les vêtements que tu portes. Non, bien sûr que non. Il faut aussi voir au-delà des apparences, ne pas juger sur une première impression, etc., etc. Ça, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Cependant, effectivement, quand on montre quelque chose, eh bien, il faut aussi assumer que l'on s'expose. Si on fait passer un certain message, eh bien, il faut l'assumer jusqu'au bout. Donc, effectivement, si vous voulez vous habiller comme une péripatéticienne, eh bien, c'est vous qui le choisissez, c'est vous qui l'assumez. Et si on vous montre autant de respect qu'à une péripatéticienne, eh bien, écoutez, j'allais dire, c'est votre choix vestimentaire, ça n'est pas le mien. Et pour le reste, enfin voilà, c'est toujours la même chose, c'est qu'on reproche toujours aux autres de juger, hein, c'est le jugement dont je viens de parler, alors que c'est nous qui donnons matière finalement, qui montrons certaines choses et qui ne l'assumons pas jusqu'au bout. Donc nous effectivement apprenons à ne pas réduire quelqu'un à ses apparences, ne pas s'arrêter sur une première impression, etc., etc. Hein, ça on est bien d'accord, mais apprenons aussi nous-mêmes à faire attention aux messages que nous véhiculons et à ce que nous voulons apporter et montrer au monde, parce que ça a une incidence à la fois sur nous et à la fois sur les autres. Dernière chose que je voulais partager avec vous dans cette chronique d'actualité, c'est donc cet article de Madame Figaro, comment rendre mon enfant plus féministe. Alors je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse de le lire. Il parle notamment du fait qu'il faille cultiver l'amitié mixte. Alors ça, je suis plutôt d'accord en disant que les enfants, dès qu'ils parlent d'un garçon qui parle d'une petite fille, une petite fille qui parle d'un petit garçon, même si c'est en maternelle, ah alors t'es un amoureux, ah c'est ton fiancé, je sais pas quoi. Non, effectivement, moi je trouve que c'est des choses, faut pas du tout jouer avec ça ou mettre ça dans la tête des enfants. Donc là je suis plutôt d'accord. Eux ils expliquent qu'en fait sinon ça crée un petit peu, ça érotise toutes les relations. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas je trouve ça assez malsain de faire ça par rapport aux petits, enfin dès qu'on est petit, même un peu plus grand, enfin voilà, ça ne se fait pas. Halte au body négative, c'est le deuxième point de l'article, elle est jolie, elle est ronde, etc. À force de juger les femmes sur leur physique, on leur fait croire qu'une fille est d'abord un corps. En outre, on crée des complexes chez les filles pour qui la mauvaise image de soi a des répercussions sur l'estime de soi. Tiens, les filles seraient donc différentes des garçons. Bref, ça c'était mon petit aparté. Donc vous voyez, on n'a même plus le droit de dire à une fille qu'elle est jolie ou qu'elle est ronde. Enfin, qu'elle est ronde, je comprends que ça soit dans l'article, mais elle est jolie visiblement, faut pas le dire non plus, parce qu'en fait ça peut créer des complexes ou ça peut montrer qu'on la juge donc uniquement sur son apparence, sur son physique, elle n'est qu'un corps, etc. Bon, je trouve ça un peu dommage, pourquoi on n'aurait plus le droit de faire des compliments, c'est un peu idiot, et faire croire à une fille qu'elle a qu'un corps, et ben je suis tout à fait d'accord. Éduquons les filles à comprendre qu'elles ne sont pas qu'un corps, qu'elles ont d'autres valeurs, supprimons OnlyFans et compagnie, et la pornographie, et essayons effectivement, d'aider les femmes à ne plus se considérer uniquement comme un corps. Et aider les hommes à ne plus également les plus considérer uniquement comme un corps. Tout à fait d'accord, mais je pense qu'on n'a pas la même idée derrière la tête, mais voilà, on est d'accord sur le principe. Lutter contre le boy spreading, parler du consentement, etc. Par exemple sur le consentement. Respectons les désirs des enfants, pas envie de faire un bisou, ça c'est une thématique qui revient très souvent, hein, ne jamais forcer l'enfant à dire bonjour, à faire un bisou, etc. Bon. Plus fin à table, on n'insiste pas et on valide leur choix sans pour autant les rendre mal élevés. En fait, j'en sais rien, mais si t'es tout le temps en train de valider tous ses choix, il y a un moment, il sera forcément mal élevé et surtout malheureux, parce qu'en fait, tu vas jamais lui donner la notion du bien, du mal, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Alors, je suis d'accord pour certains sujets, effectivement, on peut choisir, avoir une certaine liberté, je sais pas, choisir ses activités extrascolaires ou j'en sais rien, mais avec le guidage, la guidance, le guide, les conseils des parents, voilà. Mais bien sûr, en tout cas, il faut, évidemment que les parents sont là pour mettre des limites, pour insister parfois. Et je dis pas qu'il faille forcer les enfants à manger plus que de raison ou j'en sais rien, mais bon, c'est un peu toujours la limite de cet état d'esprit. Et vraiment, faut faire très très attention à ne pas tomber dans l'autre extrême.
Encourager nos fils à investir le féminin, donc la couleur rose, les jeux de poupées, les jeux de dinette, etc. Dégenrer les émotions, apprendre aux garçons d'identifier et d'exprimer leurs émotions pour qu'ils soient moins machos, lutter contre le réflexe qui attribue souvent la colère aux garçons et la tristesse aux filles. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Démythifier, je pensais qu'on disait démystifier. Peut-être que c'est deux verbes qui ont une signification différente. Démythifier le petit génie. Ne cédons pas au cliché, les garçons sont doués, les filles sont laborieuses. Le mythe du petit génie au masculin à la dent dure, surtout dans certaines matières, etc. En outre, cela les rend les uns paresseux et les autres peu sûrs d'elles. Multiplier les rôles modèles, etc. Bon, je vous laisse lire l'article en entier si ça vous intéresse. Bon, il y a certains points intéressants et d'autres, non, en fait, ça fait des enfants mal élevés. C'est toujours une histoire de déconstruire, sous prétexte d'enlever les clichés. En fait, on lutte contre la biologie, mais notamment par rapport aux émotions, par rapport au fonctionnement. Là, ce qu'on disait sur les filles sont laborieuses, les garçons sont plus des petits génies, etc. D'ailleurs, Thaïs en reparle dans sa vidéo que je vous ai mentionnée au début. Mais vous voyez, ils vont contre la biologie absolument. Alors, je suis d'accord, le rose, je sais pas quoi, oui, ça c'est une construction sociale, on s'en fiche un peu. Si vous voulez mettre du rose à votre fils, c'est pas ça le problème, mais par exemple, là, il reparle des métiers du care, donc tout ce qui est du soin, de la petite enfance, etc. Thaïs en reparle également dans sa vidéo par rapport aux pays nordiques qui sont hyper avancés dans l'égalité homme-femme et pourtant les femmes se dirigent davantage vers les métiers du soin, du soin à la personne, de infirmière, etc. Donc en fait, à force de vouloir tout déconstruire et rendre les enfants notamment plus féministes, comme le veut l'auteur de cet article, et bien finalement, pour beaucoup, il y a certaines idées qui sont, je veux dire, qui sont pas mauvaises, voilà, mais en tout cas, on va contre la biologie, on va contre les faits, tout simplement, et on va contre les différences qui sont évidentes. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà pour ce que je voulais mentionner avec vous dans cette chronique d'actualité. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites anecdotes, vos textes, les articles, etc. ou vidéos sur lesquels vous tombez et qui pourraient être intéressants pour ces chroniques. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast ou alors sur shop.femmeapart.com.